En 2025, nous avons fêté les 50 ans de la PNL. Et en bon PNListe, j'ai pensé que 2026 était le moment adéquat pour nous tourner vers l'avenir. Un petit pont vers le futur, ça n'a jamais fait de tort à personne, n'est-ce pas? Les pionniers de la PNL prennent de l'âge. Et cette PNL qui nous enchante, il nous faut bien reconnaître qu'elle se compose essentiellement de techniques et de modèles qui datent des années 70 et 80. Comment dès lors envisager la PNL de demain? Et si c'était à nous de créer les 50 prochaines années de la PNL? Bonjour. Au début des années 2000, j'ai fait quelque chose qu'on ne m'avait jamais dit possible. Alors que j'étudiais la modélisation PNL, je me suis lancé le défi de modéliser une pratique pour laquelle il n'existait aucun modèle PNL, l'aïkido. Bien sûr, je ne partais pas de rien. J'étais à cette époque troisième dan, je pratiquais l'aïkido depuis près de 30 ans et je l'enseignais depuis plusieurs années. Et cela a débouché sur quelque chose de complètement nouveau, l'aïkikom. Une approche originale de résolution des conflits qui fusionne les principes de l'aïkido avec la PNL, mais aussi la pleine conscience et la communication non violente. Et en 2011, c'est devenu mon activité professionnelle à temps plein. Je vivais de cette approche que j'ai créée grâce à la PNL, ou plutôt grâce à la modélisation PNL. Et pourtant, je n'avais appris dans mes formations PNL que les fondamentaux de la modélisation. À cette époque déjà, plus grand monde n'accordait d'intérêt pour la modélisation, qui semblait d'ailleurs réservée aux pointures de la PNL, pour la plupart tous américains. Les formations de praticiens et de maîtres praticiens, comme leur nom l'indique, nous forment à pratiquer, à appliquer les modèles, pas à créer. On m'avait enseigné des dizaines de techniques magnifiques, le recadrage, les sous-modalités, les niveaux logiques, des outils puissants qui fonctionnent. Mais personne ne m'avait réellement appris à en créer de nouveaux, à modéliser, à développer ma propre approche. Mais je suis ingénieur de formation et la modélisation, c'est ce qui m'a attiré à la PNL. C'est ainsi que dès la fin de ma certification de maître praticien, j'ai créé l'atelier PNL, un espace de rencontre où nous avons expérimenté et pratiqué tous les modèles, en ce inclut la modélisation. C'est ainsi que le défi de modéliser l'aïkido avec la modélisation PNL s'est imposé très naturellement. Il me fallait vérifier que la modélisation PNL, c'était pas une légende urbaine. Quand je demandais pourquoi il n'existait pas de formation à la modélisation, on me répondait « on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre ». Entendez par là, la modélisation n'intéresse personne. Et personne dans le milieu PNL n'aurait parié un copec que je réussirais à créer ma propre approche. Et pour être honnête avec vous, moi non plus. Alors imaginez créer votre propre approche, véritablement originale, et en faire votre métier. Pas un fantasme, une réalité. C'est ce que j'ai fait avec l'aïkikom. C'est ce que la modélisation PNL permet. Mais on ne vous l'a jamais dit comme ça, n'est-ce pas? Quand je raconte mon parcours avec l'aïkikom, je vois souvent deux types de réactions. La première, « Waouh, ça c'est inspirant !» La deuxième, plus discrète, parfois juste dans le regard. « Oui, mais toi, tu es ingénieur, tu sais modéliser. Moi, je ne pourrais pas faire la même chose. » Alors je vous demande, est-ce que vous pensez, comme beaucoup d'autres, que la modélisation, c'est trop compliqué pour vous? Si vous êtes dans le cas, je vous dirais, c'est normal. Car vous n'avez appris de la modélisation que ce module de 2 ou 3 jours durant le maître Prat, où vous vous êtes essayé à modéliser une compétence selon un procédé certes pédagogique, mais peu, voire pas applicable dans la réalité. Si la modélisation vous fait peur au point de vous en désintéresser, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable. Vous avez peur parce qu'on ne vous a pas suffisamment appris. La modélisation a été mystifiée, presque sacralisée. On en parle quasi comme un art complexe, réservé aux élus, aux maîtres, aux développeurs.
Mais c'est faux. La vérité, la modélisation n'est pas suffisamment enseignée dans la plupart des formations en PNL. Et pourquoi? Eh bien tout d'abord parce qu'il faut bien reconnaître que le maître Pratt est déjà bien chargé comme ça. Mais il nous faut aussi nous rendre compte que certains formateurs la maîtrisent mal eux-mêmes. Et c'est normal, puisqu'ils ont suivi le même cursus que vous. Et en plus, dans un monde en recherche de solutions rapides à nos problèmes, il est tellement plus confortable et rémunérateur d'enseigner des techniques toutes faites, des recettes qui fonctionnent. Rappelez-vous, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et la modélisation n'a rien d'une solution rapide. C'est un investissement dans votre compétence future. Et le futur, pour certains, c'est loin. Et donc, si cette peur de la modélisation est compréhensible, elle est injustifiée. La modélisation n'est pas de la magie, c'est une méthodologie. Et vous savez ce qu'est une méthodologie? C'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme suivre une recette, pas une recette en japonais que personne ne comprend et qu'on ne vous a pas traduite, une recette claire avec des étapes, des vérifications, des ajustements. Et j'imagine qu'en entendant cela, il y en a parmi vous qui se disent « Ok Christian, c'est bien gentil tout ça, mais moi je suis quelqu'un de pratique, je travaille avec des clients, je n'ai pas le temps de faire de la recherche, de la modélisation, c'est pas mon truc. Moi je veux juste appliquer les bons outils pour créer du changement chez mes clients. » Eh bien, si vous pensez ça, j'ai un scoop pour vous. Vous faites déjà de la modélisation sans le savoir ou sans le savoir vraiment. Vous connaissez d'ailleurs M. Jourdain dans la pièce de Molière, Le bourgeois gentilhomme, quand il découvre avec stupéfaction qu'il fait de la prose depuis 40 ans sans le savoir. Comme M. Jourdain, vous faites de la modélisation depuis le début de votre pratique PNL. À chaque fois que vous intervenez avec un client ou dans votre métier. Pensez à votre dernier client justement. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez observé sa structure d'expérience, comment il construit son problème. Vous avez identifié les patterns problématiques, les boucles, les croyances limitantes. Vous avez déterminé quel modèle PNL, quel outil était adapté à sa situation spécifique. Vous avez appliqué cet outil. Vous avez vérifié que ça fonctionnait. Et si ça ne fonctionnait pas, vous avez ajusté. C'est ça aussi le processus de la modélisation. Ce n'est pas que concevoir des modèles élaborés. Alors, quelle est la différence entre ce que vous faites intuitivement et la modélisation consciente? 3 choses. Premièrement, vous faites consciemment, méthodiquement, et vous pouvez expliquer ce que vous faites à quelqu'un d'autre. Deuxièmement, vous pouvez extraire ce que vous découvrez et en faire un nouvel outil réutilisable. Et troisièmement, vous pouvez l'enseigner à d'autres praticiens. Donc, non seulement vous pouvez modéliser, mais vous le faites déjà. La seule différence, c'est que vous ne capitalisez pas sur cette compétence. C'est comme si vous étiez un excellent cuisinier qui improvise des recettes délicieuses tous les jours, mais qui ne les note jamais. Personne d'autre ne peut en profiter, pas même vous 3 mois plus tard, quand vous avez oublié exactement comment vous aviez fait. Et pour vous, praticien pragmatique qui travaillait avec des clients ou qui travaille en entreprise, qu'est-ce que ça change de le faire consciemment? Tout. Vous devenez plus efficace parce que vous savez exactement pourquoi et comment ça marche. Vous êtes plus créatif quand les outils classiques ne marchent pas dans une situation donnée. Vous savez les adapter. Vous développez votre signature, votre façon unique d'intervenir. Et accessoirement, vous pouvez créer vos propres formations, vos propres outils, votre propre métier. L'Aikikom, c'est ça. C'est moi qui ai capitalisé sur des années de pratique en me disant « Tiens, et si je notais la recette ?» Mais alors, si vous modélisez déjà, pourquoi si peu de praticiens créent leurs propres approches?
Pourquoi 50 ans après la création de la PNL par Richard Bandler et John Grinder, on enseigne encore essentiellement les mêmes modèles des années 70 et 80? Le système actuel ressemble à ça. Au sommet, quelques développeurs, quelques ténors de la PNL. Au milieu, structurés dans des organisations qui contrôlent les certifications, des formateurs qui transmettent un cursus défini et quasi inchangé depuis 1981. Et en bas, vous, les praticiens, on vous enseigne, vous apprenez, vous payez votre certification et après, débrouillez-vous. C'est un modèle descendant, top-down, vertical, hiérarchique. On vous forme, on vous certifie, on vous donne des outils magnifiques et puis, silence radio. Il n'y a pas de plateforme pour partager vos découvertes sur le terrain. Pas de processus pour valider les innovations que vous créez dans vos cabinets ou dans votre métier. Pas de communauté organisée pour tester collectivement de nouveaux modèles. On n'en parle même pas. Ça n'existe pas dans le système. Dans ce système, les praticiens sont des consommateurs de PNL, pas des contributeurs. Toute innovation ne peut provenir que du sommet de la pyramide. Les découvertes du terrain ne remontent jamais ou rarement. Chacun réinvente dans son coin sans le savoir. Et ce savoir reste cloisonné dans les cabinets individuels ou dans vos bureaux. Résultat, 50 ans plus tard, on enseigne encore les mêmes modèles. Avec quelques ajouts bien sûr. La PNL qu'on enseigne date de près de 40 ans pour la majorité des modèles. Et fondamentalement, si on accepte quelques initiatives qui relèvent plus du marketing que de l'innovation, on ne peut que constater que la PNL s'est ankylosée, qu'elle s'est figée. Elle est passée du stade de discipline révolutionnaire à celui de discipline conservatrice et qui en plus a été pillée pour intégrer les meilleurs modèles dans les formations de coaching. Alors bien sûr, oui, il y en a des innovations, et des vraies celles-là. Je pense par exemple au clean language, à la neurosémantique, au méta-état, aux espaces mentaux. Mais ces nouveaux développements n'ont pas été intégrés dans les programmes de formation de praticiens ni de maîtres praticiens. Ces formations sont restées au stade de la version définie par Anne Linden au début des années 80 à l'Institut de PNL de New York, là où les premiers enseignants francophones ont été tous formés. Alors c'est bien et c'est pas bien, je vous laisse en juger. Mais en tout cas, cela contribue à cet immobilisme de la PNL. Et ça, il est temps que ça change. Il est temps de passer à la PNL 2.0. Alors c'est quoi cette PNL 2.0 dont je vous parle? La PNL 2.0, ce n'est pas juste créer plus de modèles, ce n'est pas juste faire de la recherche et du développement, c'est beaucoup plus profond que ça. La PNL 2.0, c'est d'abord et avant tout un changement d'état d'esprit. C'est remettre le praticien au centre de la PNL. Parce que la PNL, c'est pour qui au départ? Pour les praticiens, pour vous, pour les gens qui utilisent ces outils au quotidien, sur le terrain, avec de vrais clients, dans de vraies situations. Mais regardez le système actuel. Les praticiens sont en bas de la pyramide. Vous consommez ce qui est créé en haut. Dans la PNL 2.0, on renverse cette pyramide. Vous n'êtes plus en bas de la chaîne alimentaire, vous êtes au centre. Parce que vous, praticiens de terrain, vous êtes la vraie ressource de la PNL. C'est vous qui voyez 20, 30, 50 clients par mois. Vous qui l'appliquez dans votre métier de leader, de manager, de vendeur. C'est vous qui découvrez ce qui marche vraiment dans la vraie vie. C'est vous qui adaptez, c'est vous qui innovez, qui créez, même sans le savoir. On vient de le voir. C'est vous qui avez les insights les plus précieux sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi tout ce savoir devrait-il rester enfermé dans vos cabinets individuels ou dans votre bureau? Pourquoi ne pourrait-on pas le partager, le tester collectivement, l'améliorer ensemble? C'est ça, remettre le praticien au centre. Et c'est ça, la PNL par et pour
les praticiens. Pour vous expliquer ce que je veux dire, laissez-moi vous donner une analogie que tout le monde comprend. Vous vous souvenez du web dans les années 90? Le web 1.0. Quelques experts, des développeurs, des entreprises créaient des sites web. Et vous pouviez les lire, les consommer, cliquer, passif. Et puis est venu le web 2.0. Blog, Wikipédia, YouTube, réseaux sociaux. Soudain, tout le monde pouvait créer du contenu, contribuer, partager. Est-ce que tout le contenu était excellent? Mais sûr que non, évidemment. Mais la créativité collective a explosé. L'innovation s'est accélérée. Le savoir s'est démocratisé. Wikipédia, par exemple, a remplacé l'encyclopédie Britannica ou Universalis. Pas parce qu'un génie l'a écrite, mais parce que des millions de personnes ont contribué, vérifié, amélioré. La PNL 2.0, c'est ça. C'est le passage de la PNL 1.0, quelques experts créent et vous consommez, à la PNL 2.0. Chaque praticien peut contribuer à son niveau. Dans la PNL 2.0, si par exemple vous testez une variation de technique avec un client, eh bien vous la partagez avec la communauté. Vous observez un pattern récurrent que personne n'a documenté, vous le notez et vous le rendez disponible. Vous créez une nouvelle approche qui fonctionne, vous la partagez. Quelqu'un améliore votre idée, parfait, on avance ensemble. Ce n'est pas du chaos, c'est de l'intelligence collective organisée. Regardez Linux, un système d'exploitation créé par des milliers de développeurs à travers le monde. Aucune entreprise genre Microsoft pour contrôler le tout. Et aujourd'hui, Linux fait tourner 90% des serveurs Internet. Votre smartphone, Android, les supercalculateurs. Et pourquoi? Parce que quand on permet à tous les développeurs de contribuer, l'innovation explose. Imaginez la même chose pour la PNL. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit devenir développeur de nouveaux modèles. Ça serait remplacer une pression par une autre. Avant, on vous disait juste d'appliquer. Maintenant, vous devez créer. Mais non. Dans un écosystème collaboratif sain, il y a différentes façons de contribuer. Et elles sont toutes précieuses. Certains vont créer des nouveaux modèles. Parfait. Certains vont tester les modèles des autres, tout aussi précieux. Certains vont documenter ce qui fonctionne, dans quel contexte, essentiel. Certains vont affiner un détail, améliorer une étape, merveilleux. Certains vont simplement utiliser et donner un feedback honnête, indispensable. Vous n'êtes pas obligé de modéliser si vous ne vous sentez pas prêt, mais vous pouvez quand même contribuer. Imaginez, quelqu'un dans la communauté partage un nouveau modèle de travail avec les croyances limitantes. Vous le testez avec un client et ça fonctionne. Vous validez. Oui, j'ai testé dans ce contexte avec ce type de problématique et ça marche. C'est une contribution énorme parce que maintenant on sait que ce modèle est robuste. Et si ça ne marche pas, vous signalez « J'ai essayé dans cette situation et j'ai rencontré ce problème à cette étape. » C'est tout aussi précieux, peut-être même plus. Parce que maintenant, on peut affiner le modèle ensemble, préciser dans quel contexte il fonctionne et où se situent les limites. Dans le monde du développement du logiciel libre, pour un développeur qui écrit du code, il y a 10 testeurs. Et ce sont eux qui font la qualité du produit final. Ils testent dans des situations réelles. Ils trouvent les bugs. Ils disent « ça marche ici, ça plante là, attention à ce cas particulier ». Les développeurs corrigent et le logiciel s'améliore. Sans les testeurs, le meilleur code qu'on peut imaginer est dangereux ou fragile. Et en PNL, c'est pareil. Un modèle qui n'a été testé que par son créateur, dans son propre cabinet, avec ses propres clients, c'est fragile, c'est limité. Un modèle testé par 50 praticiens, dans 50 contextes différents, avec des centaines de clients, ça, c'est robuste.
Ça, c'est fiable. Et c'est comme ça qu'on construit de la qualité, pas en ayant un maître qui décrète « ce modèle est bon, utilisez-le », mais en ayant 100 praticiens qui disent « on l'a testé sur le terrain, voici ce qu'on a découvert ». Et donc, si vous vous dites « moi, créer des modèles, c'est pas mon truc », aucun problème. Vous pouvez tester ce que d'autres proposent. Vous pouvez donner du feedback précis. Ça marche avec ce type de client, pas avec celui-là. Vous pouvez documenter vos observations. Attention, cette étape prend plus de temps que prévu. Vous pouvez partager vos adaptations. J'ai changé ce petit détail et ça a beaucoup mieux marché. Chacune de ces contributions fait avancer la PNL. Que vous soyez curieux et débutant, praticien expérimenté ou innovateur créatif, il y a une place pour vous dans la PNL 2.0. La seule chose qui ne marche pas, c'est garder vos observations pour vous. Alors concrètement, comment ça se passe, ce processus collaboratif? Je pourrais vous dire que j'ai un système tout fait, rodé, parfait, une plateforme avec des processus bien huilés. Mais ce serait mentir. Le groupe de recherche et de développement que je propose, il est à créer. Il n'existe pas encore de façon formelle. Et d'ailleurs, c'est très bien ainsi. Parce que justement, il va se développer en fonction de vous, en fonction de vos besoins, en fonction de comment vous voulez ou vous pouvez y contribuer. Par contre, j'ai un exemple très concret de comment ça pourrait fonctionner à vous soumettre. Quand j'ai développé la matrice de l'expérience, mon extension au modèle des niveaux logiques de Robert Dills, je l'ai utilisé comme expérience test, pas seulement pour créer le modèle, mais bien pour élaborer et tester le processus de développement collaboratif. Développer la matrice de l'expérience a été pour moi un excellent prototype de création collective, un cheminement que je n'aurais jamais pu faire seul. Le développement complet a pris environ 1 an et demi. Et qu'est-ce que j'ai découvert pendant ce processus? Première chose, j'avais besoin d'un espace de publication, quelque part pour rendre le modèle accessible, explicable, modifiable. Deuxième chose, j'avais besoin de soumettre le modèle à différentes personnes, pas juste à des fans qui disent « Bravo, c'est génial !» Non, à des praticiens critiques, à des formateurs, à des sceptiques même. Et troisième chose, j'avais besoin d'un processus de feedback structuré mais ouvert. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai soumis la matrice à des dizaines de personnes. J'ai reçu des retours, certains positifs. Ah, cette partie-là, elle est vraiment claire, ça résout un problème que j'avais avec les niveaux logiques. D'autres négatifs. Là, je ne comprends pas. Cette distinction, elle n'est pas évidente. Ce terme prête à confusion. Et vous savez quoi? J'ai profité de chaque critique, positive ou négative, pour améliorer le modèle. Et si la matrice de l'expérience est aujourd'hui aussi efficace, ce n'est pas parce que j'ai eu un éclair de génie tout seul dans mon coin. C'est grâce aux interactions que j'ai eues avec tous ces praticiens et ces praticiennes PNL qui ont pris le temps de tester, de critiquer, de questionner, de valider. Leur contribution est dans ce modèle. Sans eux, il serait 2 fois moins bon. Nous venons de fêter les 50 ans de la PNL. 50 ans depuis que Richard Bandler et John Grinder ont eu cette intuition géniale. Et si on pouvait modéliser l'excellence humaine? 50 ans de développement, de techniques magnifiques, d'outils puissants qui ont aidé des millions de personnes. Mais aussi 50 ans où la PNL s'est progressivement figée, où les praticiens sont devenus des consommateurs, où l'innovation est restée dans les mains de quelques-uns. Les 50 prochaines années se construisent maintenant. Et nous avons le choix. Continuer comme avant? Consommer passivement les modèles qu'on nous enseigne? Attendre que quelqu'un innove, quelqu'un d'autre? Ou bien devenir les co-créateurs de la PNL du futur? Bandler et Grinder ont construit les fondations de la PNL. Dills et d'autres ont ajouté des étages. Maintenant, c'est à nous d'ajouter les nôtres.
pas à la place des anciens, au-dessus, en étendant, en enrichissant, en construisant sur les épaules des géants qui nous ont précédés. La PNL 2.0, ce n'est pas moi qui vais la créer tout seul. Ce n'est pas vous qui allez la créer seul. C'est nous, ensemble, qui allons la faire émerger. Avec vos expertises uniques. Moi, avec mes 50 ans d'aïkido. Vous, avec votre background en éducation, en entreprise, en thérapie, en sport, en art. Ou simplement avec vos 2 ans de pratique avec ce qu'on appelle la sagesse du débutant. Et vous, quelle est votre expertise unique? Celle que vous pourriez modéliser, celle que vous pourriez fusionner avec la PNL comme je l'ai fait avec l'aïkido. J'ai pris sur moi de lancer le mouvement parce qu'avec mes quasi 30 années à vivre la PNL, je ressens le besoin de rendre une partie de ce que j'ai reçu. Ça s'est matérialisé par le groupe Facebook, 8500 membres, l'atelier PNL, 700 PNListes, et maintenant le groupe de recherche et de développement à construire ensemble. Rejoignez-nous dans cette aventure, pas demain, pas l'année prochaine, maintenant. Parce que les 50 prochaines années de la PNL, elles se décident aujourd'hui. Elles se décident avec vous. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Merci beaucoup.